Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Encore merci. Et maintenant écoutez. Ne seras-tu pas Mucius, celui qu'on nomme Mucius Scaevola? Et toi, ne seras-tu pas le fameux Horatius, qu'on appelle Horatius Cocle? C'est bien moi, Horatius Cocle, répondit en hochant la tête l'homme qui avait parlé en premier. Et moi, je suis effectivement Mucius Scaevola, approuva le second en levant le bras droit. Il s'agissait d'un homme encore jeune, aux traits volontaires, aux cheveux blonds dorés. Son bras, qu'il avait jusqu'alors tenu dissimulé dans un pli de sa toge, avait une particularité, il était étrange et net au niveau du poignet. Le second homme était un peu plus âgé, il avait les traits burinés, le bas de son visage était couvert d'une barbe drue tissée de fils blancs. Lui aussi possédait une particularité physique remarquable au premier regard, il était borgne de l'œil gauche. Cette rencontre avait lieu en plein forum, devant le temple de Saturne, le tout premier à avoir été bâti sur ce grand espace rectangulaire pavé de galets, où les Romains avaient l'habitude de se promener et où, certains jours, se tenait le plus important marché de la jeune capitale. L'hiver approchait, mais l'air était encore doux. Depuis que Rome et Alba la Longue étaient devenues une seule et même ville, la puissance du jeune État n'avait cessé de s'affirmer et de croître. Alba était oubliée, on ne parlait plus que de Rome, qui dans son expansion continue avait englobé bien d'autres petits royaumes. Jusqu'à se heurter sur sa frontière nord à un ennemi puissant, les Étrusques. Le borgne saisit le bras gauche du manchot dans une étreinte amicale. Il murmura, « Je suis heureux de rencontrer enfin un des héros grâce à qui, ainsi qu'il est devenu courant de le répéter, Rome est encore dans Rome. » Le manchot eut un sourire modeste. « Si Rome est encore dans Rome, si notre capitale n'est pas tombée dans les mains de nos ennemis, c'est aussi parce que tu es là, Horatius, que je suis heureux de faire enfin ta connaissance. Nous sommes tous deux Romains, nous avons vécu les mêmes événements, mais jamais nous ne nous sommes trouvés ensemble sur le champ de bataille. Alors puisque le hasard nous met en présence, voudrais-tu me raconter l'exploit qui te vaut ta célébrité? » Bien volontiers, répondit Horatius après un instant d'hésitation. Mais à une condition, que tu me racontes ensuite ce qui est réellement arrivé au camp de Porséna. Mucius fit un signe d'assentiment. Son compagnon l'entraîna vers les marches du temple, et tous deux s'assirent en bordure de la place, comme beaucoup d'autres Romains qui avaient profité de la température clémente du plein midi pour sortir de chez eux. Voilà, commença Horatius en fourrageant dans sa barbe. C'était il y a 6 mois. Nous, citoyens de Rome, avions comme tu le sais chassé Tarquindie le superbe, ce roi étrusque qui avait, que les dieux le maudissent, si longtemps occupé le trône de notre cité. Tarquin, décidé à reconquérir sa place, avait noué alliance avec Porséna, étrusque comme lui, et roi de Clusium. Mais tu sais tout cela, bien sûr. Certes. Porséna a réuni une armée bien plus forte que la nôtre et a marché sur Rome. Ainsi, ces satanés étrusques sont arrivés en vue de nos remparts. Horatius fit une grimace. Son œil éteint, que traversait une vilaine balafre, se plissa. Comme tu dis. Ah, je les vois encore comme si c'était hier, avec leurs chars de guerre aux roues hérissés de faux, leurs fantassins protégés par une lourde cuirasse de bronze et un haut bouclier, leurs archers au casque pointu. Et au milieu, debout sur le char le plus richement paré, Porséna lui-même, avec son armure dorée et sa cape de pourpre. C'est sûr qu'ils avaient belle allure. Cependant, nous les attendions de pied ferme. Mais tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Je le regrette, soupira Mucius. À cause de mon inexpérience, mes chefs avaient préféré que je reste de garde à l'intérieur des murs. Je vois. Je dois donc te préciser que la légion dont je faisais partie était commandée par le consul Lucrotius, un général courageux, mais qui n'avait pas grand sens de la tactique. Lucrotius nous avait fait franchir le Tibre pour nous porter au devant de l'ennemi. Lorsque ces brigands ont entrepris de charger, nous n'avons pas bougé d'un pas. Pourtant, ces maudits Étrusques semblaient invincibles, et j'ai vu plus d'un de mes compagnons frémir lorsqu'ils ont entonné d'une seule voix leur chant de guerre, gloire au pays d'Étrurie où croissent les héros et les fleurs. Je dois à la vérité te t'avouer que nos rangs ont été disloqués dès la première charge de leurs chars. Un désastre, surtout que nous avions déjà été sévèrement étrillés par leurs flèches, qui traversaient comme de rien nos boucliers de bois et nos casaques de cuir. Lorsque Lucrotius est tombé, ce fut la débandade. Ah, ils couraient, nos courageux soldats, mais d'où à l'ennemi. Je te l'ai dit, nous étions sur la mauvaise rive du Tibre. Comme tu le sais, seul le pont Sublicius donne accès à la citadelle de Rome. C'était donc à qui passerait avant l'autre sur le pont pour regagner au plus vite l'abri des remparts. Un bien triste spectacle. Et c'est alors que tu es intervenu,
coupa le manchot. C'est vrai. Le pont, tu l'as bien remarqué, est fort étroit. Je me suis fait la réflexion que quelques hommes seulement pouvaient le tenir. J'ai appelé près de moi 2 compagnons courageux et fidèles, Spurius Marcius et Titus Herminius. Nous nous sommes plantés au milieu du pont, et j'ai ordonné aux fuyards de le couper derrière nous par le fer, par le feu, tous les moyens possibles, pendant que nous retiendrions nos adversaires. À ce moment, les Étrusques sont arrivés avec leurs grandes épées et leurs visages couverts par une visière de métal noir. Mais ils ne pouvaient passer qu'un de front. J'ai abattu le premier. Marcius en a abattu un second, Herminius un troisième. Après, je te prie de croire que, dans ces moments, on ne compte plus. Lorsque j'ai entendu derrière moi le pont craquer et que j'ai senti les traverses danser sous mes pieds, j'ai ordonné à mes 2 compagnons de dégager. C'était sûrement de l'orgueil mais, avant de me retirer, je voulais abattre 1 ou 2 Étrusques de plus. C'est ce que j'ai fait, pendant que le pont commençait à s'effondrer. Malheureusement, c'est à ce moment que, profitant de ce que je traversais de mon épée le ventre d'un fantassin, un mercenaire ombrien plus légèrement armé a réussi à se glisser contre le parapet pour me porter au visage ce coup qui t'a éborgné, et t'a valu le surnom de Cocle. C'est cela même, soupira Horatius. Mais, quand il s'agit de sa patrie, doit-on s'appesantir sur la perte d'un œil? Les dieux nous en ont donné 2, n'est-ce pas? En tout cas, le pont était en train de s'écrouler tout à fait, mais Rome était sauvée. Malgré le sang qui m'aveuglait, j'ai sauté dans le fleuve en criant. Mucius interrompit son compagnon pour réciter, Tibre, notre Père, c'est toi, Dieu saint, que je prie. Reçois ces armes et ce soldat avec faveur dans ton cours. Ces mots sont désormais gravés dans la mémoire de tout Romain. Sans doute, marmonna Horatius Cocle, qui n'aimait visiblement pas les compliments. L'important, c'est que j'ai pu traverser le fleuve malgré le poids de mon armure et rejoindre la garnison derrière les murs de la citadelle. Mais j'ai bien assez parlé de moi. J'ai maintenant envie d'écouter le récit de mon jeune ami Mucius. Mon récit est moins glorieux que le tien, j'en ai peur, chantonna le jeune homme. Mais puisque tu insistes. Comme tu le sais, Horatius, après la bataille où tu t'es illustré, les Étrusques avaient décidé de nous assiéger. Nous étions certes à l'abri de nos murailles, mais la famine menaçait. Et lorsque Tarquin et Porséna envoyèrent des émissaires pour nous prier de nous rendre, tu connais la réponse que leur ont tenue nos sénateurs. Mieux vaut mourir de faim que de honte. Exactement. De belles paroles, certes, mais qui n'épargnaient pas les souffrances à notre peuple. C'est alors que j'ai décidé d'agir. Jusqu'alors, à cause de mon manque d'expérience et de mon jeune âge, je n'avais participé à aucun combat. Et j'en ressentais cette honte évoquée par les sénateurs. Je n'avais rien fait pour Rome, il était temps que j'agisse. J'ai donc mûri mon plan et, d'après ce que je crois savoir, c'était un plan fou, mon jeune ami, ce sont ceux-là qui, parfois, réussissent mieux que tout autre. Donc, par une nuit sans lune, je me suis glissé hors de la citadelle et, comme toi, j'ai traversé le Tibre à la nage. Mais en sens inverse, et sans armure, une fois la rive atteinte, j'ai dépouillé le cadavre d'un Étrusque de sa cuirasse et de sa tunique, et m'en suis vêtu. Le manchot s'interrompit un instant, laissant s'apaiser Horatius, qui venait d'être agité par un rire tonitruant. Je constate que je t'amuse, murmura le manchot avec un petit sourire. Mais attends la suite. Ainsi déguisé, je me suis glissé dans le camp de Porséna, où personne n'a fait attention à moi. Parvenu non loin de la tente du général, que j'ai reconnu à cause de ses bannières, j'aperçus une longue file de soldats qui patientaient. Par hasard ou par chance, j'étais arrivé au moment où Porséna payait la solde de ses mercenaires. J'ai pris place à l'extrémité de la file, attendant mon tour. À l'entrée de la tente se trouvaient 2 hommes, pareillement vêtus de lin blanc. Qui était Porséna? J'ai hésité, et c'est là que j'ai commis la plus grossière erreur de ma vie de soldat. Porséna ne pouvait être que l'homme qui distribuait les pièces à la troupe, ai-je pensé. Aussi, quand je suis arrivé devant lui, j'ai sorti mon glaive du fourreau et l'ai plongé dans sa poitrine. J'ai été immédiatement maîtrisé, ce qui ne m'a pas empêché de crier, mon nom est Mucius Cordus. Retenez-le bien, car c'est celui du Romain qui vient d'abattre le tyran Porséna. Alors le second homme en blanc a ricané et a proféré ces paroles, vraiment. Eh bien j'ai l'honneur de t'apprendre que Porséna, c'est moi. L'homme que tu as lâchement assassiné est Inac, mon scribe. Pour ce forfait, tu vas subir les tortures les plus cruelles. À cet instant, je peux te jurer, ami Horatius, que la déception a failli me faire perdre tout courage. Mais je me suis vite ressaisi et, sous le coup d'une inspiration subite, j'ai lancé, fais ce que tu as à faire. Mais sache-le, Porséna, il y a dans Rome 300 jeunes gens de ma trempe qui,
tour à tour, chercheront à te tuer, jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse. Quant à moi, les tortures ne me font pas peur. D'ailleurs, je vais te prouver que le corps a peu d'importance pour celui qui désire la gloire éternelle. J'ai pu me dégager, Monsieur Scaevola sortit brusquement de sa toche son bras veuve de la main droite, haussa les épaules, eut un sourire bravache et reprit, dans la confusion, j'ai arraché de la main gauche l'épée d'un garde et je me suis tranché la main droite. Immédiatement, malgré la douleur, j'ai placé mon moignon sanglant au-dessus d'un brasier qui brûlait, en attente des sacrifices rituels. Les flammes ont cautérisé la plaie. Voilà. C'est tout. C'est tout. Souffla Horatius Cocle. Et tu prétends que ta gloire n'est rien à côté de la mienne? Elle la vaut 100 fois. 1000 fois, allons, amis, la patrie ne vaut-elle pas la perte d'une main? Les dieux nous en ont donné 2, n'est-ce pas? Et puis j'ai agi sur une impulsion irraisonnée, sans penser aux conséquences de mes actes. Si je devais le refaire, il est probable que j'y réfléchirais à 2 fois. Je te l'ai dit, j'étais un jeune homme sans expérience qui n'avait sans doute pas sa tête solidement plantée sur les épaules. Néanmoins, je reconnais que Porcena a été tellement impressionné par mon sacrifice, qu'il m'a laissé partir après m'avoir fait penser par ses médecins. Et c'est ainsi que tu as hérité du surnom de Scaevola, sourit Horatius Cocle. Quant à Porcena, il a fini par lever le siège. Certes. Mais la campagne commençait à être bien longue, sans résultat prévisible. Alors notre adversaire a préféré traiter avec Rome, et se retirer sans dommage. Bien sûr. Il a quand même dit de nous, ce peuple a subi bien des revers, il ne s'est jamais déclaré battu. Il porte en lui le présage d'un grand destin. À quoi bon le combattre? Et il a tenu parole. Rome est libre, elle a retrouvé sa souveraineté, les Étrusques sont devenus nos alliés. Quant au tyran d'Arquin, comprenant qu'il ne remonterait jamais sur le trône, il s'est enfui en Grèce. Mucius laissa passer un instant de silence, puis il jeta d'un ton insouciant, un borgne, un manchot, nous faisons une belle paire de héros, tu ne crois pas? Et alors, conclut Horatius. C'est peut-être à cause de ce que nous avons perdu que le peuple de Rome gardera le souvenir de nos noms à travers les générations innombrables. Précisément, il en fut ainsi.